André Champagne de Saint-Joseph-de-Beauce possède une vision de 15 % seulement. Pourtant, elle occupe une importante fonction auprès de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, l'AFPAD. Sa soif de justice lui a permis d'abattre tous les murs qui se sont dirigés devant elle. Voici l'extraordinaire histoire d'André Champagne. Je suis née en 1969 à Sainte-Marie-de-Beauce, d'une famille de 2 enfants. Mes parents étaient de bonnes valeurs, très, très religieux. J'avais une sœur qui est décédée à l'âge de 47 ans. Elle est décédée suite à un accident d'automobile. Mes parents se sont aperçus que j'avais un problème à l'âge à peu près quand j'ai commencé à marcher. C'est vraiment quand j'ai commencé à marcher qu'ils ont détecté que je faisais des choses inhabituelles. Je pouvais courir là, dans le salon chez moi, il y avait une table en plein centre. Et quand le soleil rentrait, moi, je contournais l'ombre de la table et j'allais me cogner sur la table. Je relevais, je refaisais la même chose, je contournais l'ombre et j'allais me cogner le nez sur la table. Fait que là, mon père, il trouvait ça curieux que je fasse des choses de même. Fait que il m'emmenait à l'hôpital pour finalement constater, c'était pas un problème mental, mais un problème visuel. J'étais née avec des cataractes congénitales, donc la vision, je ne l'avais pas. C'est pour ça que je voyais à terre, mais je voyais pas devant moi. Alors, c'est pour ça que je contournais et que j'allais me cogner le nez sur la table. Moi, mes opérations ont commencé à l'âge de 3 ans. Ils faisaient un œil, puis après ça, 6 mois après, ils opéraient l'autre œil. Ça a duré comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans. À chaque année, 2 fois par année, je me faisais opérer les yeux. Ils enlevaient la cataracte. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas l'enlever totalement vu que j'étais jeune. À l'époque, c'était pas connu non plus. Alors, ils disaient que ça allait aller à l'âge de 18 ans avant qu'ils puissent enlever la cataracte au complet. Bien sûr, à force d'opérer à chaque année, les yeux, je venais de plus en plus fragile aux maladies. J'ai eu un kyste de l'iris 2 fois. J'ai perdu un œil de glaucome. Je me suis retrouvée à Sainte-Justine à Montréal. Parce que là, ici à Lévis, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas la technologie pour continuer. Les kystes de l'iris, eux, n'avaient jamais vu ça non plus. Montréal, quand je suis arrivée là, ils ont fait un colloque juste pour moi, parce qu'ils disaient qu'ils voyaient ça sur une personne sur peut-être 10 millions. Alors, j'ai vu des médecins de partout dans le monde qui sont venus étudier le cas. Là. Mais elle savait très bien que mon œil était fini. Là. Tout ce qu'elle a pu faire, elle a dit à mes parents, « Moi, j'ai la capacité d'y enlever sa cataracte dans l'œil gauche. » Puis, elle m'a dit, l'œil droit, je le sais, mais que je le rouvre, ça va être terminé, il va éclater. Fait que c'est ce qu'elle a fait. Elle a opéré mon œil gauche. Elle m'a enlevé ma cataracte, parce qu'il faut comprendre dans le temps que c'était le contraire. Je voyais de l'œil droit et non pas de l'œil gauche. J'avais plus de vision dans l'œil droit. Mais avec le kyste de l'iris, c'est ça. Ça l'a complètement là, détruit ce que j'avais là, au niveau de la vision. Fait que il m'est resté que l'œil gauche. Mais une chance que j'ai rencontré cette femme-là, je me rappellerai tout le temps, Magda Humsi. Mais si ça n'aurait pas été d'elle, ça ferait longtemps que je serais aveugle. Ça serait plus une question de 15 %, mais ça serait une question de 0,00. Pour mes parents, je pense que je ne sais pas jusqu'où ils comprenaient ma vision. Je pense qu'ils ne la comprenaient pas tout court, jeune, parce que puis moi, j'ai eu cette pensée-là longtemps aussi, qu'en ayant des lunettes, peut-être 2 pouces d'épais, que quand j'avais mes lunettes, j'avais une vision normale. Mais c'était pas vrai, là. Elle réussit son école primaire grâce aux attentions bienveillantes de ses professeurs. T'sais, il était quand même correct avec moi. Il prenait le temps de m'écrire mes examens sur des grandes feuilles où on prenait pour recouvrir les livres à l'époque. Il transcrivait tous les examens sur des grandes feuilles de même pour que je puisse faire mes examens, que je puisse travailler comme tout le monde. Fait qu'ils ont mis beaucoup de temps avec moi, mais je réussissais quand même. Mais quand je suis arrivée au secondaire, là, ça a décliné, ça a vraiment décliné. Là. Les groupes étaient plus gros.
Puis les professeurs n'avaient pas le temps, là, vraiment pas, de me prendre à part puis commencer quasiment à m'ordonner tout le cours au complet juste pour moi. J'avais beau être assis en avant, aussitôt qu'ils écrivaient de côté, je perdais tout. Fait qu'en vérité, je pouvais prendre juste ce que j'entendais, mais ce qu'il expliquait puis qu'il écrivait, moi, je pouvais pas le comprendre parce que je le voyais pas. Ça fait que j'ai fait... la première année, j'ai coulé. Fait que finalement, c'est ça. Je me ramasse au professionnel cours. C'était une année sympathique pour moi à l'école parce que c'est sûr que c'était pas très difficile, là. C'était facile pour moi, là. C'était pas réellement ma place, mais bon. Je me rappellerai toujours, j'avais Clément Binette à l'époque. J'aimais ça avoir du fun, tu sais. Je niaisais carrément en classe. Puis à un moment donné, je sais que Clément Binette, il m'avait regardé, il dit « Hey, dis-toi, là, la Champagne, là. » Il n'était pas à mancher pour rire. Il dit, s'il y en a une ici qui pourrait faire ses études puis faire un bon métier dans la vie, c'est bien toi, mais t'aimes mieux être ici à niaiser puis perdre ton temps. Pour moi, à l'époque, j'étais normale. Tu sais, j'ai toujours fait tout ce que les autres faisaient. Que ce soit du vélo, que ce soit... Je me rappelle, même mon père, on avait un double buggy chez nous. Ma soeur a appris, moi j'ai appris. On a tous appris à conduire ça, Mais là, à un moment donné, à la fin de l'année, Clément Binette est venu me voir, puis il dit si on t'offrait un prof à toi tout seul pendant 3 mois, il dit accepterais-tu? Il dit de faire secondaire 1, secondaire 2 pour pouvoir aller t'inscrire à l'école pour aveugles à Québec en secondaire 3. Fait que j'ai dit OK, je prends le défi. 3 mois, un prof tout seul. J'ai fait mon secondaire 1, mon secondaire 2, mes examens, je les ai passés haut la main. Avant de rentrer à l'école, il fallait que je passe des tests visuels, ce que j'avais jamais passé, parce que pour aller à l'école pour aveugles, il faut vraiment que tu aies un minimum de vue. Fait qu'on part, moi puis mon père, puis on s'en va là. Ça s'appelait le Centre Weber. Bon, on commence à passer des examens de la vue. Puis là, à un moment donné, il me sort des cartons, là, à 20 pieds de moi. Puis là, il dit, nomme-moi les chiffres. Fait que là, je commence. Puis à un moment donné, il en nomme 4-5. Puis là, ça arrête. Là, mon père, il dit, hey, il dit, on n'a pas à ramener. Là, il dit, André, ah oui. Là, il dit, oui, plus. Là, le médecin, il dit, ça aurait vu plus que ça, là. Il dit, il n'aurait pas eu sa place. Son père devient alors surprotecteur, car il réalise maintenant qu'André risque de se blesser. Touche plus au marteau, touche pas à rien, fais attention. C'était plus pareil, là. C'était plus... c'était plus la même affaire, là. Il avait vraiment réalisé là, que je voyais vraiment pas clair, là. Même moi, aujourd'hui, ça a pris du temps, là. Oui, j'ai commencé à le réaliser un peu là, parce que j'allais vraiment à une école pour aveugles, mais dire vraiment ce que quelqu'un normal voit, je le saurais jamais, parce que je le verrai jamais, mais je te dirais que j'ai 53 ans, puis aujourd'hui, on m'a annoncé, il y a pas longtemps, après une dernière opération, que ma vision était de 15 %. Ouais, 15, pas loin de zéro, hein. J'avais tellement dans l'idée que je voyais au moins 30 % avec un verre de contact, là. Je le demandais souvent à mes médecins, puis je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient pas me décourager. Puis ils disaient, tu sais, André, t'es légalement aveugle, tu sais, il me ramenait ça, tu sais, légalement aveugle, c'est 20 % moins de vision, tu sais. Moi, j'ai 3 % pas de verre, mais avec un verre. Tu sais, tout le temps avec un verre, je pensais que je verrais plus que 20 %, mais non. Le médecin, il dit, si t'as vu 18, 19, peut-être, là. Mais il dit, aujourd'hui, ta vision, c'est 15 % de ton œil gauche, puis c'est tout ce que t'as. En raison de son handicap, la commission scolaire paie ses frais d'études et de logement. J'arrive à l'école pour aveugles. Grande surprise, rendu là, j'apprends qu'eux prennent 2 ans pour faire 1 an. C'est des petits groupes. On est mélangés vraiment avec les aveugles. Écoute, c'est des petits groupes, on est peut-être 5-6 là, dans la classe. Là. Mais eux prennent 2 ans parce que c'est sûr qu'en mathématiques, expliquer à un aveugle un carré, un rectangle, le temps que lui, là, il taponne puis qu'il réalise qu'il y a 4 coins, 8 coins, 6 coins, tu sais. Fait que, bon, je fais 1 an. La première année, je fais 2 ans. J'ai fait 2 ans. À la 3e année, au secondaire 4, là, j'ai dû faire 4, 5. J'en ai encore pour 4 ans. Je suis pour rentrer au cégep.
Le découragement vient. Je décide de, non, bon, je suis prête, moi, là, à aller travailler, à prendre de l'indépendance. Puis j'ai toujours une grande soif d'indépendance. Puis j'ai dit, OK, je suis rendue à 17 ans, j'arrive sur le bord de mes 18 ans, alors... Le plus gros deuil de ma vie, ben, vu mon handicap, c'est bien sûr mes licences. À l'adolescence, toutes mes amies prenaient leurs cours de conduite. Moi, je pouvais pas. Ça pour avoir mes licences, là, c'est toute une autonomie. Là, ça m'a donné... ça m'a mis à terre. Ça, je le cacherai pas. Là. Je me trouve une job d'un bar. Le défi, c'est de dire au propriétaire, OK, je ferais une bonne motrice, là. Il suffit que tu m'expliques ton cash, là, parce que tu me fasses un dessin. Il dit, un dessin? Ouais. Je vois pas le cash. Le gars me dit, OK, tu vois-tu de l'argent? J'ai dit, donne-moi un bras, tu vas voir, je vais te le montrer si je le vois l'argent. Fait que le gars est parti à rire, il dit, OK. Il m'a vraiment fait le cash, un grand carton. Je l'ai appris par cœur. Je te dis pas que les 3 premières semaines, là, le gars, là, il a eu du fun à démêler ses cash, là. Mais après 3 semaines, 1 mois, là, il n'y a pas grand-chose que je connaissais pas sur un cash. Je me l'avais tellement montré, là, comment démêler, puis comment débarrer mon cash quand excuse l'expression, je le foquais. Fait que j'ai appris vraiment à bien fonctionner sur un cash, puis j'ai été dans les hôtels plusieurs années. C'est arrivé à un moment donné, j'étais prête à moi à avoir une famille. Je voulais des enfants. Je dis bien des enfants. Je n'étais pas prête à avoir une vie conjugale, mais j'étais prête à avoir des enfants. Je me voyais déjà à 45-50 ans. J'ai dit, moi, je veux mes enfants jeunes. 45-50 ans, mes enfants sont élevés. Je peux recommencer à vivre pour moi. Je peux pas dire j'ai jeunessé. J'ai pas jeunessé, j'ai travaillé. Mais c'est ce que je voulais. Puis écoute, je me rappelle que quand je suis arrivée pour prendre mon premier logement, parce que j'étais pas majeure, j'étais toujours mineure, j'ai pas retourné sur mes parents. Quand j'ai lâché l'école, je me suis trouvé une job. J'ai fait 3-4 places pour essayer d'avoir un logement. Puis là, il me dit, ah ouais, mais t'es mineure, toi. Puis le 3e endroit, j'ai dit au gars, écoute, là, j'ai dit, je le sais, je suis mineure, là, mais j'ai dit, si je paye pas ton loyer à la fin du mois, là, tu me remettras dehors. Mais j'ai dit, donne-moi la chance, puis j'ai dit, ton loyer, tu vas l'avoir. OK. Le gars, il dit, OK, il m'a essayé, puis j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours payé mes loyers, j'ai toujours arrangé mes choses. Fait que quand mon plus vieux est arrivé, Jonathan, j'avais 20 ans, j'allais pas avoir 20 ans tout près. Les bars, c'était une chose, mais c'était pas assez pour subvenir aux besoins d'un enfant aussi. Puis c'est pas la vie que je voulais donner non plus. Fait que je me suis dit, OK, il faut que je me trouve un autre job, un autre travail. La vie m'a emmenée à Saint-Joseph. J'ai rentré comme l'entretien ménager à Polyvalente ici à Saint-Joseph. J'ai été au palais de justice. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai toujours été monoparentale, c'était mon choix de vie. Quand Jonathan est venu sur le point d'aller à l'école, ben, comme je devais faire du covoiturage pour aller amener mon fils à la garderie puis le ramener à la fin en soirée, là, après minuit, là, je me suis dit, OK, il faut que je change mon rythme de vie parce que, bon, l'enfant, tu peux pas le voyager à minuit le soir puis l'emmener à la maternelle le matin, là. André Champagne se fait engager dans une usine et constate que ce travail n'est pas pour elle. Elle démissionne après 1 an. J'ai fait le choix. Ça, je pense que c'était mon plus gros défi. Je retourne à l'école. On recommence à covoiturer, on fait garder les enfants, on s'arrange. J'ai repris mes cours à l'école aux adultes. Ça a été long. C'était un bon défi parce que je voyais plein de monde qui ont commencé en même temps que moi, mais qu'eux finissaient bien avant moi, parce qu'il faut comprendre que je suis 2 et 3 fois plus lente que n'importe qui, là, à cause de ma vision, bien sûr. Alors, c'est ça, entre-temps, j'ai eu un 2e enfant. Je suis allée au cégep Garneau. J'aurais aimé vraiment mes choix de carrière arrêter policière, hôtesse de l'air. Et que j'ai dû, bien sûr, en faire un deuil. J'ai pris une base en criminologie.
J'avais été approchée par Madame Morissette à Saint-Georges à l'époque pour... elle avait parti un organisme pour les jeunes enfants abusés sexuellement qui s'appelait SAIS. Et je vais vous dire que travailler avec des enfants, des très jeunes enfants abusés sexuellement, moi, je trouvais ça difficile, vraiment difficile. Par contre, la cause me tenait à cœur et je voulais vraiment débattre le côté protection de l'enfance. J'avais vu Pierre-Hugues Boisvenu à la télé, qui venait de perdre sa fille par assassinat, puis qui voulait revoir le code criminel. Et je l'écoutais parler et je me disais, oh mon Dieu, il est intéressant. T'sais, il n'était pas là de rage ou de rancœur, mais il amenait vraiment des points très sensibles et très louables à défendre devant la cour. Alors, j'avais communiqué avec Pierre-Hugues pour pouvoir échanger avec lui sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement mieux protéger les enfants face à un prédateur comme les pédophiles. J'avais dit à Pierre-Hugues, j'ai dit, moi, je serais intéressée à m'attaquer à la Charte des droits et libertés. Parce que ces gens-là, ils se servent beaucoup de la Charte des droits pour pouvoir s'approcher de leurs victimes. On dit beaucoup qu'un pédophile n'a pas le droit d'approcher les écoles, n'a pas le droit d'approcher les parcs. Mais le pédophile a le droit d'être sur le coin de la rue du parc, il a le droit d'être sur le coin de la rue de l'école, c'est public. Alors moi, j'avais dit à Pierre-Hugues, je veux vraiment qu'on s'attaque à la Charte des droits pour faire changer ça. Il m'avait dit, André, oublie ça. Ça, c'est une perte inutile. Tu ne seras pas capable de faire changer ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer une charte pour les victimes. Il dit, à partir de là, c'est de leur donner un droit de parole puis leur donner des pouvoirs devant le ministère de la Justice. Il dit, moi, je rouvre un bureau à Québec. Il dit, serais-tu intéressé à travailler pour nous? Il dit, moi, je vais te coacher là-dedans. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, OK. Tu vas me dire comment ça prend le temps de monter une loi. Ah, il dit, monter la loi, puis avant qu'elle soit entendue devant le Sénat et mise en place, il dit, ça peut prendre 5 à 10 ans. Il faut que tu sois vraiment prêt à te battre puis à te débattre pour ça, parce qu'il dit, c'est long, puis il dit, quand on réussit à arriver à la faire amener à la Chambre haute, tu as juste à souhaiter qu'il n'y ait pas de changement de gouvernement. Parce que s'il y a un changement de gouvernement, entre-temps, tout est à reprendre. C'était un gros défi, des gros débats, mais j'ai pas regretté. Je suis allée avec lui, il a ouvert un bureau à Québec. Il m'a dit, j'ai dit à Pierre-Hugues, écoute, si tu veux me retourner sur un bain d'école, oublie ça. J'ai dit, emmène-moi avec toi, puis je vais te suivre. Puis j'ai dit, ça va être beaucoup plus instructif, puis plus vite pour moi pour apprendre. Alors, j'ai suivi Pierre-Hugues. Il rencontrait les corps policiers. Je l'accompagnais d'un corps policier. On allait rencontrer le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique. Il m'a donné une bonne base, là, comme ça, jusqu'à temps que lui, il s'aperçoive, OK, André, c'est beau crier puis se débattre, que dire, il faut faire changer les choses. Mais il dit, si on n'a pas le pied mis dans la cabane, il dit, ça avancera pas. Il dit, j'ai été appelé pour avoir un pouce au Sénat. Il dit, André, il dit, si on veut les faire changer, oui. Il dit, il faut être là. Il dit, il faut avoir le pied dans la boîte puis être là pour faire changer les choses. Fait que c'est en allant au Sénat. En 10 ans, c'est 15 lois minimum qu'on a passées depuis le temps avec Pierre-Hugues. Puis il continue à se battre autant pour les femmes victimes de violences conjugales, toute forme de victimes. C'est son combat au nom de ses enfants, au nom de toutes les familles qui sont touchées ou de près ou de loin à des assassinats ou des disparitions criminelles. Ça fait 15 ans que je suis déjà à l'association. 15 ans, j'occupe le poste de coordinatrice pour la région de Québec et l'Est du Québec. Alors, je couvre les régions de la Mauricie, Centre du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, bien sûr, et ils ont un bureau à Laval pour le côté là, de l'Ouest. J'accompagne les proches aussitôt qu'il y a un assassinat. Les policiers ou les CAVAC me réfèrent la famille et on les accompagne, pas juste au niveau, là, c'est sûr que les CAVAC vont faire leur part au niveau de la justice. Ils les accompagnent dans le cheminement là, du processus judiciaire. Nous, on les accompagne aussi,
mais je les suis là, de semaine en semaine à savoir comment ça se passe. On leur donne des ateliers, on leur offre des outils pour pouvoir mieux reprendre le pouvoir de leur vie le plus tôt possible, mais on sait très bien que ça va pas leur prendre un minimum de 5 ans. On dit 5 ans parce que c'est le temps du système judiciaire, là. Ça peut prendre de 3 à 4 ans avant que les procès aient lieu. Ces gens-là vont commencer souvent le deuil le jour où ce gars-là va être condamné. Avant ça, on ne peut pas parler de deuil vraiment. La justice est faite, elle est bien faite. On ne peut pas dire qu'on a une mauvaise justice, mais on peut dire que la justice commence à entendre et laisser place vraiment aux victimes. Parce que notre système est basé vraiment au niveau de l'accusation, de l'accusé. On a un système au Québec, au Canada, nous, on est pour la réinsertion sociale. Tout notre système est basé envers le criminel. Mais il n'y avait rien, absolument rien pour les victimes. Les victimes n'ont pas leur place dans un processus judiciaire. Quand les parents s'en vont à la cour, eux, ils s'attendent que le procureur qui soit là défende leur enfant. Mais non, le procureur est là, il défend l'État. L'enfant n'est plus là, il est décédé. Le criminel est là. C'est son procès. Lui, il a tous ses droits, ce gars-là. Tout y est permis. Mais la victime, elle n'est plus là. Donc, les procureurs sont là pour donner le plus de temps possible au criminel, puis la défense est là pour lui faire sauver le plus de temps possible. C'est le jeu, c'est comme ça. Avant que l'AFPAD existe, les parents n'avaient aucun droit de parole. Maintenant, les familles ont le droit de prendre parole devant le juge. Ils font leur déclaration de victime. Ça dit qu'ils ont le droit de venir dire devant le juge les impacts que cela a eu dans leur vie. Puis ça, juste pouvoir dire ce que ça a eu comme impact, c'est déjà un côté guérisseur pour eux. Je me suis donné le droit de trouver l'amour il y a 3 ans. Et je la regrette pas. J'ai vraiment quelqu'un de bien. J'ai quelqu'un vraiment... Je vois la vie de couple comme je l'avais imaginé. Par contre, quand j'étais jeune, j'étais pas prête à consacrer ce qu'il fallait pour avoir une vie de couple. C'est ma plus grande faiblesse, c'est ma vision. Mais en même temps, sans le vouloir, j'en ai fait une force. Si on décide qu'on est handicapé, si on décide qu'on est limité, si on décide... Je me suis pas mis de barrière à cause « Ah, ben là, je peux pas faire ça. Je vois pas clair. Je vais le faire. Si je vais me péter à la baboune, je vais me la péter, puis c'est tout. Puis je le referai plus, au pire aller, mais je vais le faire. Je vais l'essayer, c'est certain. Mettez-vous pas de limite. Puis, il faut croire en nous. En 2012, André Champagne a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Elle est également invitée via les familles qu'elle accompagne à plusieurs émissions de télé. André n'a pas laissé ses limites visuelles le freiner. Grâce à sa soif de justice, plusieurs victimes trouvent maintenant de l'aide et la paix intérieure. C'est ça la vie.